La nuit était tombée sur Seth sans faire de bruit, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans l'appartement d'Erika, l'air semblait plus lourd que d'habitude, saturé d'une tension invisible qui s'accrochait aux murs, aux meubles, aux regards. Basile se tenait là, face à sa sœur, le dos légèrement voûté, les mains crispées comme s'il cherchait à empêcher son propre corps de trahir ce qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Sa voix tremblait à peine quand il finit par parler, mais chaque mot sonnait comme un aveu irréversible. Il expliqua qu'il n'avait jamais voulu tuer Mathieu, que tout s'était joué en une fraction de seconde, dans un chaos où la peur avait pris le dessus sur la raison. Il avait voulu protéger Erika, seulement la protéger, et le couteau s'était retourné contre celui qu'il essayait de désarmer. En prononçant ces phrases, Basile ne cherchait pas à se justifier, seulement à comprendre comment sa vie avait pu basculer si brutalement. Erika, figée face à lui, sentait son cœur se serrer à mesure qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de lui confier. Elle voyait encore son frère comme celui qui l'avait toujours défendu, parfois maladroitement, parfois avec trop de fougue, mais toujours avec cette loyauté presque naïve. À cet instant précis, cette même loyauté devenait une chaîne, une menace silencieuse qui risquait de l'entraîner, elle aussi, dans l'abîme. Dans l'ombre du couloir, Marceau n'osait plus respirer. Il s'était arrêté là par hasard, ou peut-être par instinct, attiré par une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Chaque phrase de Basile résonnait en lui comme un coup de poing, et son esprit refusait d'accepter la réalité qui se dessinait sous ses yeux. Son oncle venait d'avouer un meurtre, et sa mère, immobile, l'écoutait sans le dénoncer. À cet instant, l'enfance de Marceau se fissurait, laissant place à une angoisse adulte pour laquelle il n'était pas prêt. Pendant ce temps, à quelques rues de là, l'équipe de la police avançait lentement dans une enquête qui prenait un tournant décisif. Karim arpentait le palier de l'immeuble voisin de celui où Mathieu avait trouvé la mort, observant chaque détail avec cette concentration presque obsessionnelle qui le caractérisait. Le témoignage du dog-sitter avait réveillé quelque chose en lui. Quelqu'un avait sonné, quelqu'un était passé par là, et ce quelqu'un avait laissé une trace. La sonnette, anodine en apparence, devenait soudain un élément central de l'affaire. Les techniciens avaient prélevé l'ADN avec une minutie implacable, conscients que cette simple empreinte pouvait faire basculer toute l'enquête. Karim savait que les résultats allaient tomber, et au fond de lui, il sentait déjà que la vérité ne serait pas facile à encaisser. À l'autre bout de la ville, le lycée bruissait de conversations futiles, de rires nerveux et de pas précipités. Marceau, pourtant, avançait comme dans un brouillard. Chaque bruit lui paraissait trop fort, chaque regard trop insistant. En franchissant les portes de l'établissement, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les images de la veille revenaient en boucle, la voix de Basile, le visage fermé de sa mère, cette certitude glaçante qu'il détenait désormais un secret capable de détruire sa famille. Fred le remarqua immédiatement. Le teint pâle de Marceau, ses gestes hésitants, tout indiquait que quelque chose n'allait pas. Il tenta de le rassurer, mais les mots semblaient glisser sur Marceau sans jamais l'atteindre. Ce dernier avoua qu'il avait l'impression de tomber dans les pommes, comme si son corps refusait de porter plus longtemps le poids de ce qu'il savait. Ce malaise n'était pas seulement physique, c'était la conséquence directe d'un dilemme moral trop lourd pour un adolescent. Dans un café non loin du port, Basile essayait de reprendre pied dans une normalité qui lui échappait. Il parlait peu, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il craignait que chaque passant puisse lire la culpabilité inscrite sur son visage. Il ignorait encore que le filet se resserrait inexorablement autour de lui, que la sonnette d'un voisin allait devenir la preuve irréfutable de sa présence sur les lieux du drame. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère était tendue. Les résultats de l'analyse ADN venaient de tomber, confirmant les soupçons de Karim. Le nom de Basile Vidal apparaissait clairement, sans ambiguïté possible. Ce simple constat scientifique transformait l'homme en suspect principal, effaçant toute zone grise qui aurait pu subsister. Karim sentit une pointe de tristesse l'envahir. Il savait que derrière chaque arrestation se cachait une famille brisée, des vies irrémédiablement marquées. Dans l'appartement d'Erika, le silence était devenu insupportable. Après l'aveu de Basile, plus aucun mot n'avait été échangé. Erika, pourtant, se força à briser ce mutisme en promettant à son frère qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Elle évoqua les circonstances atténuantes, l'idée qu'il avait agi pour la sauver, comme une bouée à laquelle s'accrocher dans un océan de culpabilité. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette promesse risquait de lui coûter cher. Marceau, de son côté, n'arrivait plus à penser à autre chose. L'idée que sa mère puisse être considérée comme complice le hantait. Il comprenait son silence, son instinct de protection, mais il voyait aussi le danger grandir à chaque seconde. Ce conflit intérieur le rongeait, le forçant à grandir trop vite, à envisager des conséquences qu'aucun adolescent ne devrait avoir à affronter.
Dans un autre quartier, une discussion d'apparence plus légère prenait une tournure inattendue. Adam et Gloria se retrouvaient face à face, prisonniers d'un malaise qu'aucun des deux n'osait nommer franchement. Adam, avec cette spontanéité qui le caractérisait, avoua qu'il s'était ennuyé lors de leur dernière soirée, mais surtout qu'il voulait aller plus loin, construire quelque chose de durable. L'idée d'avoir un enfant, de vivre ensemble comme un vrai couple, lui semblait naturelle, presque évidente. Gloria, elle, sentit un mélange de joie et de panique l'envahir. Elle aimait Adam, profondément, mais l'idée de tout précipiter la terrorisait. Elle voyait en lui un jeune homme encore en construction, avec une jeunesse qu'elle craignait de briser en lui imposant trop tôt des responsabilités irréversibles. Son désir de maternité existait bel et bien, mais pas à ce prix-là, pas maintenant. Dans les couloirs de l'hôpital, une autre inquiétude prenait forme. Maude, encore fragile après son opération, se préparait à quitter l'établissement. Chloé, rongée par la culpabilité, s'excusait une nouvelle fois, incapable de se pardonner ce qui s'était passé. Maude, plus forte qu'on ne l'aurait cru, tenta de la rassurer, minimisant sa propre douleur pour apaiser celle de l'adulte qui veillait sur elle. Raphaël, en arrivant, imposa immédiatement sa présence protectrice. Elle exigea qu'un autre médecin se charge de l'examen de sortie de Maude, refusant de laisser la moindre place au doute. Derrière cette décision se cachait une peur profonde, celle de perdre sa fille ou de la voir replongée à cause d'une négligence. Au commissariat, l'heure n'était plus aux hypothèses. Karim et Sarah se regardèrent brièvement, conscients de la gravité de ce qu'ils allaient faire. Ils savaient que l'arrestation de Basile serait un choc, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Pourtant, la loi ne laissait aucune alternative. Quand Karim entra enfin dans le café où se trouvait Basile, le temps sembla se figer. Les regards se croisèrent, et en une seconde, Basile comprit que tout était terminé. Il ne tenta pas de fuir, ni de nier. Il se leva lentement, comme s'il acceptait enfin la réalité qu'il avait tenté de repousser. Les menottes claquèrent, marquant la fin d'une liberté déjà vacillante. Dans l'appartement de Barr, l'inquiétude montait d'un cran. Barr craignait que les policiers ne pensent qu'Erika avait tué Mathieu en état de légitime défense, et que toute l'affaire se retourne contre elle. Lorsque Marceau finit par lui avouer la vérité, son monde bascula à son tour. Il comprit alors que le silence d'Erika n'était pas seulement un choix affectif, mais une bombe à retardement prête à exploser. Basile, désormais au commissariat, racontait les faits avec une sincérité désarmante. Il expliquait qu'il n'avait jamais voulu tuer, que tout s'était joué dans la confusion, que la lame s'était retournée contre Mathieu presque par accident. Karim l'écoutait, le visage fermé, conscient que ses paroles, aussi sincères soient-elles, n'effacerait pas la gravité de l'acte. Lorsqu'il annonça à Basile qu'il risquait au minimum 7 ans de prison, un silence lourd s'abattit sur la pièce. La nouvelle se propagea rapidement, laissant derrière elle un sillage de peur et de questions sans réponse. Erika, seule chez elle, sentit ses jambes flancher en imaginant son frère derrière les barreaux. Elle se demandait si son silence serait bientôt interprété comme une complicité, si son amour pour Basile allait la condamner à son tour. Marceau, lui, se retrouvait face à un vide immense. Le secret qu'il portait n'était plus seulement le sien, il avait déjà commencé à transformer sa vie, à redessiner les contours de sa famille. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Pendant ce temps, Adam continuait de réfléchir à son avenir avec Gloria, inconscient du drame qui se jouait ailleurs dans la ville. Il rêvait d'un appartement à deux, d'une vie partagée, persuadé que l'amour suffisait à tout surmonter. Gloria, de son côté, se sentait de plus en plus prise au piège de cette attente qu'elle ne savait pas comment satisfaire sans se trahir elle-même. À ce moment-là, la nuit retomba sur Seth, plus sombre encore que la précédente. Les destins de chacun semblaient suspendus à des décisions impossibles, à des silences lourds de conséquences. Et tandis que la ville s'endormait, une certitude s'imposait, les choix faits aujourd'hui allaient façonner des lendemains dont personne ne sortirait indemne. Au commissariat, le temps semblait s'étirer de façon anormale, comme si chaque minute pesait davantage que la précédente. Basile, assis face à Karim, gardait les yeux baissés, incapable de soutenir le regard de celui qui incarnait désormais l'autorité, la loi, et surtout la fin de toute illusion. Ses épaules s'affaissaient lentement, trahissant une fatigue qui ne venait pas seulement du manque de sommeil, mais de cette lucidité brutale qui s'impose quand on comprend que rien ne pourra plus être effacé. Karim, de son côté, ressentait un tiraillement familier. Il connaissait ce type de dossier, ces affaires où la frontière entre l'intention et la conséquence devient floue, où un geste supposé protecteur se transforme en acte irréparable. Pourtant, malgré cette compréhension humaine, il ne pouvait pas se permettre la moindre indulgence. La procédure suivait son cours, implacable, et Basile n'était plus un homme,
mais un suspect officiellement mis en cause. Dans la salle attenante, Sarah observait la scène à distance, consciente que chaque mot prononcé allait être consigné, analysé, disséqué. Elle savait aussi que derrière ce dossier se cachait une famille entière, sur le point de s'effondrer. Le prénom d'Erika lui traversa l'esprit, accompagné de cette question silencieuse. Jusqu'où peut-on aimer sans se perdre soi-même? Pendant ce temps, Erika errait dans son appartement comme une âme en peine. Les murs lui semblaient soudain trop proches, presque oppressants. Chaque objet, chaque détail du quotidien lui rappelait Basile, son rire, ses colères, ses maladresses. Elle s'assit finalement sur le canapé, les mains crispées sur ses genoux, tentant de maîtriser un flot de pensées contradictoires. Elle se répétait qu'il avait agi pour elle, que tout cela n'aurait jamais dû arriver, mais ses justifications sonnaient de plus en plus creux face à la réalité judiciaire qui se dessinait. L'idée qu'on puisse l'accuser de complicité s'insinuait lentement dans son esprit, comme un poison diffus. Elle n'avait rien fait, sinon se taire, mais ce silence même devenait une faute potentielle. Elle se demandait si aimer son frère suffisait à expliquer ce choix, ou si elle avait déjà franchi une ligne invisible qu'elle ne pourrait plus jamais retracer. Au lycée, Marceau tentait tant bien que mal de suivre les cours, mais les mots des professeurs se perdaient dans un brouhaha lointain. Il écrivait machinalement sur son cahier, sans réellement voir ce qu'il traçait. Son esprit revenait sans cesse à la scène de la veille, à la voix de Basile résonnant dans l'appartement, à ce moment précis où il avait compris que son monde basculait. Il se sentait terriblement seul, porteur d'un secret trop lourd pour ses épaules. À chaque fois qu'il croisait le regard d'un camarade, il avait l'impression qu'on pouvait lire la vérité sur son visage. Cette peur irrationnelle d'être découvert, jugé, rejeté, le poussait à se replier sur lui-même, à ériger un mur invisible entre lui et les autres. Fred tenta une nouvelle fois de l'approcher, inquiet de ce mutisme inhabituel. Il lui parla de banalité, cherchant à le ramener à une normalité rassurante, mais Marceau n'arrivait pas à s'y raccrocher. Il savait désormais que la normalité était un luxe qu'il venait de perdre, et que rien, ni personne, ne pourrait lui rendre cette insouciance envolée. Dans un autre coin de la ville, Barr faisait les 100 pas dans son appartement. L'annonce de l'arrestation de Basile résonnait encore dans sa tête, accompagnée d'une inquiétude croissante pour Erika. Il se demandait comment elle allait tenir, comment elle allait expliquer tout cela à Marceau, et surtout comment elle allait affronter la machine judiciaire qui s'était mise en marche. Lorsqu'il pensa à l'aveu que Marceau lui avait fait, son cœur se serra. Il comprenait le dilemme du garçon, cette loyauté douloureuse envers sa mère et son oncle, mêlée à la peur des conséquences. Barr se sentait pris au piège, conscient que chaque parole, chaque conseil pouvait faire basculer la situation dans un sens ou dans l'autre. Il envisagea un instant de convaincre Basile de se dénoncer volontairement, persuadé que cela pourrait atténuer la situation. Mais cette option s'était évaporée dès l'arrivée de Karim au café. Désormais, tout se jouait sans eux, et cette impuissance était presque plus difficile à supporter que la peur elle-même. À l'hôpital, Gloria se réfugiait dans le travail pour éviter de faire face aux questions qui la hantaient. Pourtant, les paroles d'Adam continuaient de résonner en elle, ravivant un conflit intérieur qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Elle se demandait si son refus n'était pas une forme d'égoïsme, ou au contraire un acte de lucidité nécessaire. Samuel, en la croisant, sentit immédiatement son trouble. Sans détour, il lui fit comprendre qu'un enfant, dans ces conditions, serait une erreur. Ces mots, bien que durs, étaient empreints d'une inquiétude sincère. Il évoqua des solutions, des délais, comme pour lui offrir une échappatoire rationnelle à une décision qui, pour Gloria, relevait avant tout de l'émotion. Cette conversation la laissa encore plus désemparée. Elle avait l'impression que tout le monde décidait pour elle, que son corps, son avenir, devenaient des sujets de débat collectif. Elle aimait Adam, mais elle refusait que cet amour se transforme en une prison dorée, faite de sacrifices prématurés. Dans les couloirs de l'hôpital, Maud avançait lentement, soutenue par l'idée de rentrer enfin chez elle. Pourtant, sous ce soulagement apparent, se cachait une fragilité que peu percevaient réellement. Les événements récents avaient laissé des traces profondes, et chaque bruit soudain, chaque regard appuyé, suffisait à raviver une angoisse qu'elle n'osait pas toujours exprimer. Raphaël veillait sur elle avec une attention presque obsessionnelle. Elle observait sa fille, cherchant le moindre signe de faiblesse, prête à intervenir au moindre doute. Cette hypervigilance trahissait sa peur la plus intime, celle de perdre à nouveau le contrôle, de ne pas avoir su protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Au commissariat, la garde à vue de Basile se poursuivait dans un silence pesant. Il racontait encore et encore les faits, comme s'il espérait qu'en les répétant, ils finiraient par perdre de leur gravité. Mais chaque récit ne faisait que renforcer l'évidence de l'irréversible. Lorsqu'il demanda timidement des nouvelles d'Erika,
Karim se contenta d'un regard neutre, refusant de nourrir de faux espoirs. À ce moment-là, la nuit tombait de nouveau sur Sète, enveloppant la ville d'une atmosphère lourde de présages. Chacun, dans son coin, faisait face à ses propres choix, à ses propres silences, sans savoir que ses décisions individuelles allaient bientôt converger vers un point de rupture inévitable. Le matin se leva sur Sète avec une lumière trop douce pour ce qui se jouait dans l'ombre. Dans l'appartement d'Erika, le silence de la nuit avait laissé place à un calme trompeur, presque cruel. Elle n'avait pas fermé l'œil, son esprit tournant sans relâche autour des mêmes images, des mêmes phrases, comme si les répéter pouvait en atténuer la violence. Basile derrière les barreaux, Marceau brisé par un secret trop lourd, et cette question obsédante, jusqu'où pouvait-elle aller pour protéger les siens sans se perdre elle-même? Marceau, justement, sortit de sa chambre avec une lenteur inhabituelle. Son visage était fermé, ses traits tirés par une fatigue qu'aucune nuit de sommeil n'aurait pu effacer. Il évitait soigneusement le regard de sa mère, non par colère, mais par peur. Peur de ce qu'il pourrait lire dans ses yeux, peur de ce qu'il serait incapable de dire sans que tout n'explose. Erika tenta pourtant d'établir un contact, d'un simple geste, d'une phrase anodine. Elle lui demanda s'il avait bien dormi, consciente de l'ironie cruelle de cette question. Marceau répondit à peine, hochant la tête avant de s'éclipser, comme si rester plus longtemps dans cet espace chargé de non-dits risquait de le faire craquer. Cette distance soudaine lui fit plus mal que n'importe quel reproche. Barre arriva un peu plus tard, apportant avec lui une présence rassurante, mais aussi une inquiétude palpable. Il observait Erika avec attention, notant chaque signe de tension, chaque regard perdu. Il savait que la situation ne pouvait plus rester ainsi, que le silence devenait dangereux. Pourtant, il hésitait à parler, conscient que chaque mot pourrait être interprété comme une trahison ou une pression supplémentaire. Lorsque Marceau quitta enfin l'appartement, Barre osa briser le silence. Il évoqua l'arrestation de Basile, les conséquences possibles, la nécessité d'anticiper ce qui allait suivre. Erika l'écoutait sans l'interrompre, mais son visage se fermait un peu plus à chaque phrase. Elle savait que Barre avait raison, que la loi ne laisserait aucune place à l'émotion, mais l'idée de penser en termes stratégiques lui donnait l'impression de trahir son frère. Dans les couloirs du commissariat, Basile faisait face à une réalité qu'il n'avait jamais vraiment envisagée. Les questions s'enchaînaient, précises, méthodiques, dépourvues de toute empathie apparente. Il se rendait compte que ces explications, aussi sincères soient-elles, ne suffiraient pas à alléger le poids de l'acte. Chaque détail revenait contre lui, chaque hésitation devenait suspecte. Karim, fidèle à son rôle, restait ferme. Pourtant, au fond de lui, une part plus humaine tentait de comprendre. Il voyait un homme dépassé par ses propres choix, prisonnier d'un instant qui avait tout détruit. Mais cette compréhension ne changeait rien au dossier, ni à la sentence qui se profilait. Lorsqu'il rappela à Basile la peine minimale encourue, celui-ci sentit un vertige le saisir, comme si le sol se dérobait une nouvelle fois sous ses pieds. Au lycée, Marceau errait de salle en salle, incapable de se concentrer. Les mots « meurtre »,« prison »,« complicité » se mélangeaient dans sa tête, transformant chaque cours en supplice silencieux. Il se demandait s'il aurait dû parler plus tôt, s'il aurait dû confronter sa mère, ou même prévenir quelqu'un. Mais ses pensées arrivaient trop tard, et le regret devenait une charge supplémentaire à porter. Il repensa à Barre, à cette figure rassurante qui semblait toujours savoir quoi faire. Une part de lui espérait qu'il trouverait une solution, qu'il pourrait réparer l'irréparable. Mais une autre part, plus lucide, comprenait que certaines choses échappaient à tout contrôle, et que l'enfance n'offrait aucune protection contre ce genre de tempête. À l'hôpital, Gloria tentait de mettre de l'ordre dans ses émotions. Les paroles de Samuel, celles de William, et surtout celles d'Adam se mêlaient dans son esprit. Elle se sentait écartelée entre son désir et sa raison, entre l'amour qu'elle éprouvait et la peur de se tromper. En observant les familles qu'elle croisait, les enfants dans les couloirs, elle se demandait si elle était prête à endosser ce rôle, ou si elle cherchait simplement à rassurer Adam par peur de le perdre. Adam, de son côté, commençait à percevoir cette hésitation comme un refus personnel. Il se sentait mis à distance, incompris, et cette frustration nourrissait une inquiétude qu'il n'osait pas exprimer clairement. Il rêvait d'un avenir simple, construit à deux, sans imaginer les renoncements que cela impliquait pour Gloria. De retour chez elle, Erika se retrouva seule face à ses pensées. Elle s'assit à la table de la cuisine, fixant un point invisible, consciente que le temps jouait contre elle. Elle savait que les enquêteurs finiraient par se demander ce qu'elle savait, quand elle l'avait su, et pourquoi elle s'était tue. Cette perspective la terrifiait, mais elle refusait encore d'imaginer une vie où Basile serait seul face à la justice. Barre, en l'observant, comprit qu'un tournant était proche.
Il sentait que cette crise ne se limitait plus à une affaire judiciaire, mais qu'elle touchait à l'équilibre même de leur famille recomposée. Marceau n'était plus un enfant, Erika n'était plus seulement une sœur, et lui-même n'était plus simplement un compagnon. Ils étaient tous pris dans une spirale où chaque décision aurait des répercussions profondes. À ce moment-là, sans qu'aucun d'eux ne le formule clairement, l'idée d'un changement radical commençait à émerger. Une solution floue, encore inavouable, mais déjà présente, comme une intuition partagée. Rester ensemble, se protéger mutuellement, affronter la tempête à plusieurs plutôt que chacun de son côté. Cette pensée, encore fragile, allait bientôt prendre une forme bien plus concrète. La journée s'achevait, laissant derrière elle une accumulation de tensions prêtes à éclater. À 7, les destins continuaient de se rapprocher, inexorablement, et chacun ignorait encore que la proposition la plus inattendue n'était plus très loin de voir le jour. La tension monta d'un cran dès les premières heures de la journée, comme si l'air lui-même s'était chargé d'électricité. Erika sentait cette pression s'insinuer en elle à chaque respiration, rendant ses gestes mécaniques, presque étrangers. Elle essayait de fonctionner normalement, de préparer un café, de ranger la cuisine, mais chaque action était parasitée par une pensée obsédante. Combien de temps avant que quelqu'un ne frappe à sa porte pour lui demander des comptes ? Barr, lui, ne quittait pas son téléphone des yeux. Il redoutait l'appel qui confirmerait ses craintes, celui qui viendrait transformer leurs soupçons en réalité judiciaire. Il connaissait trop bien la mécanique de la police. Tôt ou tard, Erika serait convoquée, interrogée, confrontée à ce qu'elle savait. Et à ce moment-là, le moindre faux pas pourrait être interprété comme une preuve de complicité. Quand Erika osa enfin verbaliser cette peur, sa voix se brisa presque aussitôt. Elle ne parlait plus seulement de Basile, mais d'elle-même, de Marceau, de l'équilibre fragile qu'il tentait de préserver. Elle avait conscience que son silence pouvait être vu comme une faute, mais elle ne se sentait pas capable de trahir son frère. Cette loyauté viscérale la plaçait face à un choix impossible, se protéger ou protéger ceux qu'elle aimait. Barr l'écoutait, partagé entre la compréhension et l'inquiétude. Il voulait être son soutien, son rempart, mais il savait aussi que l'amour ne suffisait pas à effacer les conséquences légales. Il évoqua la possibilité d'un avocat, d'une stratégie, de mots à ne pas dire. À mesure qu'il parlait, Erika se sentait de plus en plus étrangère à sa propre vie, comme si elle devenait un dossier à gérer plutôt qu'une femme en détresse. Marceau, de son côté, vivait cette situation comme une lente implosion. Au lycée, les heures s'étiraient sans fin, et chaque sonnerie annonçait un nouveau moment de solitude. Il observait ses camarades rire, parler de futilité, et cette normalité lui semblait désormais inaccessible. Il se demandait comment il pouvait continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que son monde s'effondrait. Il tenta d'ignorer les pensées qui l'assaillaient, mais certaines revenaient avec une insistance douloureuse. Et si sa mère allait en prison ? Et si tout cela était de sa faute ? Il se reprochait de ne pas avoir parlé plus tôt, d'avoir gardé ce secret, comme si le simple fait de l'avoir entendu faisait de lui un complice malgré lui. Cette culpabilité sourde commençait à se manifester physiquement, sous forme de maux de tête, de vertiges, d'une fatigue écrasante. Au commissariat, Karim poursuivait son travail avec une rigueur implacable. Les éléments s'accumulaient, dessinant un tableau de plus en plus précis des événements. Pourtant, une question persistait. Qu'avait fait Erika après l'aveu ? Quand avait-elle su ? Avait-elle volontairement entravé l'enquête ? Ces interrogations, encore informelles, prenaient peu à peu une place centrale dans le dossier. Sarah, en échangeant avec lui, percevait cette zone d'ombre. Elle connaissait Erika, savait qu'elle n'était pas une criminelle, mais la loi ne fonctionnait pas à l'intuition. Elle se demandait jusqu'où cette affaire allait aller, et combien de victimes collatérales elle allait laisser derrière elle. Car au-delà de Basile, c'était toute une famille qui risquait d'être brisée. À l'hôpital, Gloria se retrouva face à William, qui tenta une nouvelle fois de la raisonner. Il lui parla de temporalité, de maturité, de la nécessité de ne pas confondre désir et urgence. Gloria écoutait, consciente que ses paroles faisaient écho à ses propres peurs. Elle se demandait si son refus d'avoir un enfant maintenant était perçu comme un manque d'engagement, alors qu'il s'agissait pour elle d'un acte de protection, autant pour Adam que pour elle-même. Adam, de son côté, se sentait de plus en plus déstabilisé. Il avait l'impression que son projet de vie était remis en question, que l'avenir qu'il imaginait se dissolvait sous ses yeux. Il parlait de déménager ensemble, de trouver un appartement, cherchant à donner une forme concrète à son désir de stabilité. Mais chaque tentative se heurtait aux hésitations de Gloria, renforçant son sentiment de rejet. De retour chez lui, Marceau trouva l'appartement étrangement silencieux. Barr et Erika n'étaient pas encore rentrés, et cette absence amplifia son malaise.
Il s'assit sur le canapé, laissant enfin les larmes qu'il retenait depuis trop longtemps couler sans retenue. Ce moment de solitude lui permit de prendre conscience de l'ampleur de sa détresse, et de la nécessité, peut-être, de demander de l'aide. Lorsqu'Erika rentra, elle trouva son fils dans cet état de fragilité extrême. Cette vision lui fendit le cœur. Elle s'assit près de lui, tentant de le rassurer, de lui dire que tout irait bien, mais ses propres mots lui semblaient creux. Marceau, les yeux rouges, finit par lui avouer qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait peur pour elle, pour eux, pour tout. Cette confession, si simple et si lourde à la fois, fit vaciller les dernières certitudes d'Erika. Barr, témoin de cette scène, comprit que la situation avait atteint un point de non-retour. Il voyait Marceau s'effondrer, Erika se consumer de l'intérieur, et il savait qu'il fallait agir, trouver une solution qui dépasse les simples paroles rassurantes. Cette famille, aussi atypique soit-elle, était en train de se désagréger sous ses yeux. À ce moment précis, une idée, encore floue mais persistante, commença à prendre de l'ampleur dans son esprit. Une réorganisation radicale, un changement de cadre, une manière de ne plus affronter cette tempête seule. Il n'osa pas encore la formuler, conscient de son caractère explosif, mais il sentait déjà qu'elle pourrait devenir la clé d'un nouveau départ. La nuit tomba une fois de plus sur Seth, enveloppant les personnages d'une obscurité lourde de décisions à venir. Les lignes étaient désormais tracées, et chacun sentait confusément que le prochain pas allait tout changer. Au commissariat, l'annonce tomba comme un couperet. Karim, le ton neutre mais sans détour, rappela à Basile la réalité de ce qui l'attendait. 7 ans de prison au minimum. Ces mots, pourtant simples, semblèrent flotter dans l'air avant de s'abattre sur lui avec une violence sourde. Basile resta silencieux, comme vidé, incapable de réagir immédiatement. Ce chiffre résonnait dans sa tête, écrasant tout le reste, réduisant son avenir à une succession de portes fermées et de jours identiques. Il tenta de se raccrocher à une pensée, à un visage familier, et c'est celui d'Erika qui s'imposa à lui. Il se demanda si elle allait tenir, si elle allait réussir à protéger Marceau de cette tempête qu'il avait déclenchée. Pour la première fois depuis son arrestation, il sentit une peur différente l'envahir, plus profonde que celle de la prison, la peur d'avoir détruit la vie de ceux qu'il aimait le plus. Karim, en observant cette réaction, ressentit un pincement au cœur qu'il s'efforça d'ignorer. Il savait que la compassion n'avait pas sa place ici. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser aux répercussions humaines de cette affaire, aux dégâts collatéraux qui dépassaient largement le cadre d'un simple dossier pénal. Il mit fin à l'entretien avec professionnalisme, laissant Basile seul face à ses pensées, conscient que le plus dur restait à venir. Pendant ce temps, à l'hôpital, la tension entre Adam et Gloria atteignait un point critique. Ils se retrouvèrent enfin face à face, loin des interruptions et des faux-semblants. Adam, le regard déterminé mais blessé, lui parla de son envie de construire quelque chose de concret, de ne plus vivre dans l'incertitude. Pour lui, emménager ensemble, envisager un enfant, n'était pas une fuite en avant, mais une preuve d'amour et de maturité. Gloria l'écoutait, le cœur serré. Elle comprenait son désir, sa volonté de s'engager, mais elle refusait de céder à une pression qu'elle jugeait injuste. Elle tenta d'expliquer, une fois encore, qu'elle ne disait pas non à lui, mais à un calendrier qui ne lui ressemblait pas. Elle parlait de temps, de liberté, de la nécessité de ne pas confondre passion et précipitation. Mais plus elle parlait, plus elle sentait le fossé se creuser entre eux. Adam interpréta ces paroles comme une mise à distance, une remise en question de leur couple. Sa frustration se transforma peu à peu en colère contenue. Il avait l'impression d'être prêt, de savoir ce qu'il voulait, et il ne comprenait pas pourquoi Gloria semblait toujours regarder vers l'arrière quand lui avançait. Ce désaccord, jusque-là latent, éclata enfin au grand jour, laissant derrière lui un silence lourd de non-dits et de blessures. Dans l'appartement d'Erika, l'atmosphère était tout aussi tendue. Marceau, encore marqué par son effondrement de la veille, restait prostré, évitant toute conversation inutile. Erika tentait de maintenir une apparence de normalité, mais chaque geste était empreint d'une nervosité palpable. Elle guettait le moindre bruit dans l'escalier, le moindre appel téléphonique, comme si elle s'attendait à ce que la situation empire à tout instant. Barr arriva en fin de journée, portant avec lui une gravité inhabituelle. Il avait longuement réfléchi, pesant chaque option, chaque conséquence possible. Il observa Erika et Marceau, cette mère et ce fils liés par une peur commune, et comprit que continuer ainsi n'était plus envisageable. La tension permanente, l'angoisse diffuse, tout cela risquait de les détruire à petit feu. Il tenta d'aborder le sujet avec prudence, parlant d'abord de soutien, de présence, de l'importance de ne pas rester isolé. Erika acquiesçait machinalement, mais son regard trahissait une lassitude profonde.
Elle se sentait piégée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie, obligée de jongler entre son amour pour son frère et la protection de son fils. C'est alors que Bar sentit qu'il devait aller plus loin. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer lui semblaient irréels, presque déplacés, mais ils s'imposaient à lui avec une évidence croissante. Il prit une inspiration, conscient que cette proposition allait bouleverser leur équilibre déjà fragile. Avant qu'il ne puisse parler, Marceau leva les yeux vers lui. Dans ce regard, Bar lut une détresse silencieuse, un appel à l'aide qu'aucune parole ne formulait clairement. Ce simple échange suffit à le convaincre qu'il ne pouvait plus se taire. Dans un autre coin de la ville, Basile passait sa première nuit en cellule, confronté à un silence bien différent de celui qu'il avait connu jusqu'alors. Allongé sur un lit trop dur, il repensait à chaque choix, chaque instant qu'il avait conduit là. Il se demandait si un jour il pourrait expliquer à Marceau qu'il n'avait jamais voulu être un exemple de ce genre, qu'il n'avait jamais imaginé laisser derrière lui un tel chaos. À 7, les destins continuaient de s'entrelacer, portés par des décisions prises sous la pression, par des paroles retenues trop longtemps. La nuit avançait, lourde de promesses et de menaces, et chacun sentait confusément que le moment de vérité approchait. Ce qui allait être dit, ou tu, dans les heures à venir, marquerait un tournant irréversible pour tous. La soirée s'annonçait ordinaire, presque banale, et c'est précisément ce qui la rendait si lourde de sens. Bar avait ramené des plats du Spoon, posant les sacs sur la table avec un soin excessif, comme si ce simple rituel pouvait maintenir une forme de normalité. L'odeur de la nourriture se répandit dans l'appartement, mais personne ne semblait vraiment avoir faim. Erika observait les gestes de Bar, consciente qu'il retardait quelque chose, qu'il repoussait un moment qu'il savait inévitable. Marceau s'installa à table sans un mot. Il fixait son assiette, perdu dans ses pensées, tentant de rassembler les morceaux épars de sa journée. Chaque bruit, chaque silence lui paraissait amplifié. Il se demandait si cette soirée serait différente des précédentes, ou si elle ne ferait qu'ajouter une couche de malaise à celle déjà accumulée. Bar finit par s'asseoir à son tour. Il inspira profondément, comme pour se donner du courage, puis tenta d'amorcer une conversation anodine. Quelques phrases sur le travail, sur la journée, sur des détails insignifiants. Mais très vite, les mots se perdirent dans l'air, incapables de masquer la tension qui les entourait. Erika sentait son cœur battre plus vite, consciente que cette façade ne tiendrait pas longtemps. Ce fut Marceau qui, sans le vouloir, fissura ce fragile équilibre. Il releva la tête, le regard inquiet, et murmura qu'il avait l'impression d'être observé, comme si quelqu'un les surveillait en permanence. Cette phrase, à peine audible, fit l'effet d'une décharge électrique. Erika sentit un frisson la parcourir, réalisant que cette peur n'était pas seulement la sienne. Elle aussi avait ce sentiment oppressant, cette impression que chaque pas, chaque silence pouvait être interprété, jugé. Bar tenta de rassurer Marceau, parlant de stress, de fatigue, mais il savait que ce malaise allait bien au-delà. Il comprenait que cette angoisse constante, cette sensation d'insécurité, était en train de ronger chacun d'eux de l'intérieur. Et c'est à cet instant précis qu'il sentit que le moment était venu. Il posa lentement ses couverts, attirant l'attention d'Erika et de Marceau. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme, mais chargée d'une gravité inhabituelle. Il évoqua leur situation, la peur, l'isolement, cette impression d'être chacun seul face à un problème trop grand. Il parla de solidarité, de soutien, de la nécessité de ne plus affronter cette tempête en ordre dispersé. Erika l'écoutait, le regard fixé sur lui, partagé entre la crainte et l'espoir. Elle sentait que ce qu'il allait dire dépasserait le simple réconfort, qu'il s'agissait de quelque chose de plus radical. Marceau, lui, se redressa légèrement, comme s'il pressentait que ses paroles allaient changer leur quotidien. Bar hésita une seconde, mesurant le poids de ce qu'il s'apprêtait à proposer. Puis il se lança, laissant tomber la phrase comme on lâche une vérité trop longtemps retenue. Il suggéra qu'ils vivent tous ensemble, qu'ils partagent le même espace, les mêmes peurs, les mêmes décisions. Il parla d'un nouveau départ, d'une manière de se protéger mutuellement, de recréer un équilibre malgré le chaos. Le silence qui suivit fut assourdissant. Erika resta figée, incapable de réagir immédiatement. Cette proposition inattendue bousculait toutes ses certitudes, remettant en question ce qu'elle croyait possible ou raisonnable. Elle sentait monter en elle un mélange de soulagement et de panique. L'idée de ne plus être seule la rassurait, mais elle craignait aussi d'imposer à Bar et à Marceau un poids supplémentaire. Marceau, de son côté, regardait Bar avec une intensité nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, il percevait une lueur d'espoir. Cette idée de vivre ensemble, de ne plus porter seul ce fardeau, lui semblait presque trop belle pour être vraie. Pourtant, il n'osait pas y croire pleinement, de peur que cette promesse ne se brise aussi facilement que les autres.
Erika finit par parler, sa voix tremblante. Elle posa des questions, évoqua les complications, les risques, les regards extérieurs. Elle pensait à Basile, à la justice, à cette étiquette de famille, à problème, qui risquait de les suivre. Elle se demandait si cette cohabitation ne serait pas perçue comme une fuite, ou pire, comme une tentative de dissimulation. Barr répondit avec sincérité, reconnaissant les difficultés, mais insistant sur l'essentiel, être ensemble leur donnerait une force qu'ils n'avaient plus séparément. Ils ne promettaient pas que tout irait mieux, seulement qu'ils affronteraient les épreuves à trois, sans se cacher, sans se mentir. La discussion se prolongea, ponctuée de silence et de regards lourds de sens. Rien n'était encore décidé, mais quelque chose avait changé. Une porte s'était entr'ouverte, offrant une alternative à la solitude et à la peur. Chacun, à sa manière, commençait à envisager cette nouvelle configuration, avec ses promesses et ses dangers. La nuit avançait, enveloppant l'appartement d'une atmosphère suspendue. À cet instant, ils ignoraient encore si cette proposition marquerait le début d'une reconstruction ou l'amorce d'un nouvel effondrement. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit était bien avancée lorsque le calme revint enfin dans l'appartement. Les voix s'étaient tues, les questions aussi, mais aucune réponse définitive n'avait réellement été trouvée. Erika se leva lentement, comme si son corps pesait plus lourd qu'à l'accoutumée. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Seth continuait de vivre, indifférente au bouleversement intime qui venait de se jouer entre ses murs. Barr resta assis à table, immobile, conscient qu'il venait de franchir une ligne invisible. Sa proposition n'était plus seulement une idée lancée dans l'urgence, elle existait désormais, suspendue entre eux, exigeant une réponse. Il savait que, quoi qu'il décide, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Vivre ensemble signifiait partager bien plus qu'un toit, cela impliquait d'assumer collectivement les conséquences d'un drame qui n'était pas le sien au départ. Marceau, appuyé contre le chambranle de la porte, observait les deux adultes avec une attention nouvelle. Pour la première fois depuis des jours, son angoisse semblait se fissurer légèrement. Cette proposition n'effaçait ni la peur ni la culpabilité, mais elle offrait une perspective différente, celle de ne plus être seul face à un secret trop lourd. Pourtant, au fond de lui, il sentait que cette solution était fragile, presque précaire, et qu'elle pouvait se transformer en piège à la moindre erreur. Erika finit par se retourner. Son regard croisa celui de Barr, puis celui de son fils. Elle comprit alors que ce moment ne concernait plus seulement Basile ou la justice, mais l'avenir même de leur équilibre familial. Elle parla avec une honnêteté désarmante, avouant sa peur de tout compliquer, de faire entrer Barr encore plus profondément dans une histoire qui risquait de l'engloutir. Elle évoqua aussi Marceau, sa fragilité, son besoin de repères, et cette culpabilité qu'elle portait de l'avoir exposé à une telle violence émotionnelle. Barr répondit sans détour. Il ne minimisait rien, ni les risques, ni les regards extérieurs, ni les possibles conséquences légales. Mais il affirma une chose essentielle, rester chacun de son côté ne ferait qu'accentuer leur isolement. Il ne s'agissait pas de se cacher ou de fuir, mais de tenir ensemble, coûte que coûte. Cette conviction, calme mais ferme, résonna longtemps dans le silence de la pièce. À ce moment-là, Marceau prit la parole à son tour. Sa voix était hésitante, mais sincère. Il confia qu'il en avait assez d'avoir peur, assez de se sentir observé, jugé, coupable de quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Il ne demandait pas de solution miracle, seulement la certitude de ne plus être seul. Ces mots simples, chargés d'une détresse contenue, achevèrent de faire basculer la décision. Erika ferma les yeux un instant, comme pour rassembler le courage nécessaire. Elle savait que ce choix allait bouleverser leur quotidien, attirer des tensions nouvelles, peut-être même renforcer les soupçons qui planaient déjà. Mais elle comprit aussi qu'elle ne pouvait plus avancer en éclats, divisée entre son rôle de sœur, de mère et de femme. Lentement, elle acquiesça, sans triomphe ni soulagement immédiat, simplement avec cette lucidité douloureuse propre aux décisions irréversibles. Dans un autre lieu, à l'abri des regards, Basile passait une nouvelle nuit en cellule. L'annonce de la peine minimale continuait de tourner en boucle dans son esprit. Il se demandait comment Erika allait gérer la tempête, comment Marceau allait supporter le poids de cette vérité. L'idée qu'ils puissent se rapprocher, se protéger les uns les autres, lui offrait un maigre réconfort, teinté d'amertume. Il savait que son acte avait redessiné leur vie, et que même l'amour ne suffirait peut-être pas à réparer ce qui avait été brisé. Au commissariat, Karim relisait le dossier tard dans la nuit. Les faits étaient clairs, mais certaines zones d'ombre persistaient. Le silence d'Erika, le rôle de Marceau, les liens familiaux complexes, tout cela formait un enchevêtrement délicat, où la vérité judiciaire risquait de se heurter à la vérité humaine. Il pressentait que cette affaire n'avait pas encore livré toutes ses conséquences.
À l'hôpital, Gloria restait seule dans un vestiaire, repensant à sa confrontation avec Adam. Leur désaccord laissait une trace profonde, révélant un décalage qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle comprenait désormais que certaines décisions, même prises par amour, pouvaient devenir destructrices si elles n'étaient pas mûrement réfléchies. Cette prise de conscience la laissait épuisée, mais aussi étrangement déterminée à ne plus céder à la précipitation. Lorsque l'aube commença à poindre sur 7, une nouvelle configuration se dessinait silencieusement. Barr, Erika et Marceau allaient tenter de vivre ensemble, non comme une échappatoire, mais comme une réponse fragile à une situation intenable. Ce choix, loin d'apporter une paix immédiate, ouvrait la porte à de nouvelles tensions, à des interrogations morales et juridiques encore plus complexes. La ville se réveillait lentement, inconsciente des lignes invisibles qui venaient d'être franchies. Dans cet équilibre instable, chacun avançait désormais avec la certitude que les liens familiaux pouvaient être à la fois une protection et une menace. Et tandis que le jour se levait, une question restait suspendue. Cette cohabitation serait-elle un refuge, ou le début d'une chute plus profonde encore ?